Alors là, bon, on a déjà vu un petit peu ça, hein, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, sauf que le risque relatif, hein, donc, est majeur en cas de mutation génétique identifiée ou de maladie génétique, hein, donc à ce risque de cancer colorectal, les polyposes familiales et syndrome de Lynch. Quand vous avez un patient, enfin un patient qui a un antécédent au premier degré hein, de cancer du côlon, il faut être vigilant. Et évidemment, s'il y a un antécédent personnel de cancer colorectal ou de polype dysplasique chez votre malade, il faut le surveiller également de façon rapprochée. Donc ça c'est juste une photo pour vous dire, hein, deux, trois courbes là, pour vous dire que quand vous avez une lésion adénomateuse colique diagnostiquée, le risque d'évolution vers une lésion qui va donner après un cancer hein, est pas négligeable, avec une augmentation hein, donc d'incidence. Vous voyez donc les courbes, c'est exponentiel. Donc il faut surveiller vos malades qui ont des antécédents personnels d'adénomes colorectaux. Donc là, on redit encore un petit peu la même chose. Juste sur ces diapos en plus, s'il n'y a pas d'antécédent au deuxième degré, enfin s'il y a un antécédent au deuxième degré, c'est-à-dire que vous avez un grand-père qui a fait un cancer du côlon, il n'y a pas de recommandation précise hein, donc, pour faire une coloscopie au jour d'aujourd'hui. En général, on la propose, hein, mais il n'y a pas de recommandation qui vous oblige à la faire. Et enfin, donc pour les MICI, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc les colites inflammatoires. Les colites inflammatoires, l'inflammation chronique du côlon, il y a un surrisque hein, donc de développer des cancers, d'autant plus si l'atteinte est étendue. Hein. Donc, si vous avez une pancolite, c'est-à-dire une atteinte de tout le côlon, le risque est plus augmenté que si vous avez seulement une rectocolite gauche, avec juste une atteinte du rectum et du côlon gauche. Okay. Donc chez ces malades-là, on fait des coloscopies régulières tous les 3 ans et ces coloscopies devront être rapprochées, bien évidemment, si on trouve des anomalies particulières, des adénomes en dysplasie par exemple. On fait également des biopsies systématiques parce que chez ces patients, il peut y avoir des cellules dysplasiques isolées, sans polype visible. Hein, donc on fait des biopsies un petit peu à l'aveugle sur tout le côlon, des biopsies coliques étagées pour essayer de dépister de la dysplasie chez ces malades atteints de colite inflammatoire. Ça va? C'est bon? Vous suivez? Bon, le test hémoculte, on en a parlé. Hein, c'est donc le test de dépistage du sang dans les selles. Il s'appelle hémoculte. On étale donc les selles 3 jours de suite sur un réactif et on renvoie le tout à un laboratoire qui interprète les résultats. Donc c'est des kits. Il y a une enveloppe, des petits bâtonnets, etc. Donc les patients s'éclatent chez eux à recueillir leurs selles, les étaler et voilà. Donc c'est pas très sympathique à réaliser. Ça explique la mauvaise observance du test. Et le fait qu'il y ait encore donc, trop de cancers du côlon en France. Maintenant, ce n'est pas 36 700, hein, les derniers chiffres, c'est 42 000 cas de ces cancers hein, donc, du côlon. La coloscopie, c'est le premier examen à faire quand vous avez une suspicion de cancer du côlon. Hein, vous ne passez même pas par l'hémoculte. Hein. Vous faites la colo. Et la colo donc, vous donnera le diagnostic, la localisation, la topographie précise de la tumeur, son aspect macroscopique, si elle est sténosante, ulcérée, bourgeonnante, son extension, sa taille. Et ça permettra également de faire des biopsies, donc de confirmer en histologie la maladie pour ensuite traiter les patients. OK ? Donc ça, c'est juste une petite diapo sur les caractéristiques d'un test de dépistage. Pour qu'il soit efficace, faut qu'il soit accepté hein, par la population, ce qui n'est pas le cas vraiment du test hémoculte. Faut qu'il ait une valeur prédictive positive élevée, c'est-à-dire qu'il détecte bien ce que l'on recherche comme pathologie ou ce que l'on recherche comme signe évoquant la pathologie. Hein, donc dans le test hémoculte, c'est la présence de sang dans les selles, parce que la tumeur saigne. Sa sensibilité doit être élevée également. Hein, ça ne sert à rien d'avoir un test si il détecte les selles la présence de sang dans les selles une fois sur 3. Il faut qu'il soit un petit peu reproductible. Voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques d'un test de dépistage.
Pour être efficace, ce test, et pour avoir un impact donc en population générale, donc sur la mortalité et la morbidité d'une maladie, ici le cancer du côlon, il faut qu'il soit pratiqué dans un grand nombre de patients. C'est-à-dire que sur 100 patients, si on veut dépister le maximum de cancer du côlon, il paraît logique de le faire à tout le monde. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une grande partie de la salle qui fasse son test. Et donc l'acceptabilité, plus elle est importante, évidemment, plus on réduit la mortalité et l'impact de la maladie sur la mortalité. Donc ça, c'était des chiffres d'études statistiques sur le cancer du côlon. En France, c'est à peu près, selon les régions, 30 à 40% d'acceptabilité. Donc on ne réduit pas de façon nette, de quelques pourcents, mais pas plus. Donc la mortalité dans le cancer du côlon. Donc ce n'est pas un test optimal. Donc ça, c'est la positivité du test, on s'en fiche un petit peu. La sensibilité, ok. Donc ça, pour en reparler encore, donc il faut tester plus de 50% de la population pour commencer à avoir un impact significatif. Ça passe par le généraliste qui doit en parler à son patient. Le patient reçoit de toute façon par la Sécu tous les 2 ans la petite fiche pour aller acheter son test. Donc s'il fait son test et qu'on détecte du sang dans les selles, il faut faire la coloscopie. Et la coloscopie doit repérer la lésion qui est potentiellement responsable du saignement, soit des polypes, soit des diverticules, etc. Okay. Si le test est négatif, on reste sur le dépistage de masse avec le test hémoculte tous les 2 ans. Si le test est positif et que le patient passe à la coloscopie, après on passe sur un rythme de dépistage par la coloscopie, on ne fait plus de test hémoculte. Ça, c'est important de comprendre. Donc c'est une colo tous les 5 ans après. Ça va pour le dépistage du cancer du côlon? Bien. Donc, les tests fonctionnels. Donc ça, c'est un petit peu de moins en moins utilisé, mais on en fait encore de temps en temps. Donc, dans l'intestin grêle, qu'est-ce qui va être important tout à l'heure? On en a parlé. Pour la maladie cœliaque, par exemple, l'atrophie des villosités est responsable donc d'une diminution donc, de l'absorption des nutriments, des vitamines, et donc on va rechercher des signes de malabsorption. Pour les patients qui ont des diarrhées inexpliquées, par exemple, autres que une maladie cœliaque, voilà, donc on peut rechercher une accélération du transit. Donc pour ça, on fait des mesures de transit, des temps de transit. Et au niveau du côlon, pareil, pour les patients qui ont des constipations opiniâtres très sévères, qui nécessitent des lavements et autres, on peut mesurer, vérifier que le péristaltisme colique se fait normalement avec des mesures de transit colique. Donc, comment fait-on le diagnostic d'une malabsorption d'origine entérique, c'est-à-dire d'origine grélique? Il y a différents examens à faire. Donc là, c'est plutôt de la biologie. La stéatorée. La stéatorée, c'est quoi? C'est le dosage des graisses. Donc le dosage des graisses dans les selles. Si ce dosage est élevé, ça traduit une malabsorption. C'est-à-dire que les graisses ne sont pas absorbées au niveau de l'intestin grêle. Et donc cette stéatorée peut être présente en cas d'atteinte du grêle, c'est-à-dire d'une entérite, d'ulcération du grêle, d'un grêle court, si on enlève un bout, il y a moins d'absorption, ou d'insuffisance pancréatique exocrine. Pourquoi l'insuffisance pancréatique exocrine? Ça, vous devez le savoir. Dans le pancréas, il y a 2 contingents, les cellules endocrines et les cellules exocrines. Et les cellules exocrines sécrètent donc, le sucre pancréatique avec un certain nombre d'enzymes qui vont permettre de digérer les graisses. Okay. Donc si vous avez une insuffisance pancréatique exocrine, qu'elle soit fonctionnelle ou organique, vous avez une stéatorée, c'est-à-dire des graisses en quantité anormale dans les selles. Ok. Et de façon assez logique, la stéatorée favorise donc, le transit et peut induire des diarrhées. Puisque les graisses, ça fait glisser. Encore une fois, pour les entéropathies, donc l'atteinte de la muqueuse du grêle, la clairance de la phenantitrypsine peut être dosée.
Donc l'alpha-antitrypsine, c'est une protéine qui va être exsudée en cas d'atteinte de la muqueuse grélique. Donc on peut la doser en cas d'entéropathie exsudative. Le test au dexilose, c'est un test qui se fait de moins en moins et qui explore le grêle proximal, notamment dans les pullulations microbiennes. En fait, c'est un sucre, le dexilose. Et les bactéries, s'il y a une pullulation microbienne dans le grêle, hein, qui se traduit cliniquement par une diarrhée, on va pouvoir le mettre en évidence parce que les bactéries vont métaboliser beaucoup le dexilose et par le test donc respiratoire, on va le détecter et à ce moment-là, on met en évidence la pullulation microbienne. C'est un test utilisé pour dépister des pullulations microbiennes. Il se fait de moins en moins. On fait des épreuves de tests antibiotiques maintenant. Le dosage des folates sanguins, ça c'est assez logique, hein, on cherche un syndrome carentiel. Donc comme c'est absorbé au niveau du grêle proximal, si on atteint du grêle proximal, on aura une baisse du taux sérique de folate, ça paraît un peu logique. Le test de Schilling, c'est un test qui va mesurer, lui, l'atteinte de l'iléon terminal. Vous savez que la vitamine B12 se fixe au facteur intrinsèque et est captée au niveau de l'iléon terminal. Et donc avec ce test, on va dépister une anomalie iléale terminale. Donc comment on mesure le transit intestinal actuellement? Donc le test respiratoire au lactulose, de moins en moins. Le test au rouge carmin, pourquoi pas? Donc on fait boire du colorant rouge carmin et on mesure l'apparition dans les selles de ce rouge. Voilà, donc ça c'est assez facile. Et la mesure du temps de transit colique, on utilise des petits patellettes métalliques. Je vais vous montrer ça juste après. Donc le test respiratoire à l'hydrogène, un peu comme le dexilose. Vous faites ingérer du lactulose à jeun au patient. Le tout arrive dans l'intestin et vous mesurez ensuite au niveau respiratoire le taux d'hydrogène expiré. Tout ça, c'est consécutif donc de la métabolisation du lactulose au niveau de l'intestin grêle et de l'estomac. Si vous avez une anomalie au niveau des entérocytes et une maldigestion, vous aurez un taux d'hydrogène qui sera faible. Et donc, ce test sera négatif à ce moment-là. Donc voilà. Donc si le taux d'hydrogène est normal, il n'y a pas d'anomalie ni de malabsorption. Donc ça, c'est peu utilisé. Donc il faut juste savoir que ça existe, mais on ne le fait pas. Le mesure du temps de transit colique. Donc ça, c'est assez simple. Vous voyez des petites pastilles métalliques un petit peu partout là sur l'ensemble du cadre colique. Donc on fait boire ça aux malades et on mesure l'évolution dans le temps de ces petites pastilles métalliques en prenant les différents cadrans, le flanc droit, le flanc gauche, hein, et donc on a des abacs avec les différents temps où elles doivent se trouver au niveau des différents clichés radiologiques dans le temps. Voilà. Donc on mesure en fait l'évacuation de ces petites pastilles métalliques. Donc ça, c'est la principale indication, c'est les mégadolicocolons ou les malades avec constipation opiniâtre qu'on n'explique pas pour dépister d'éventuels troubles du péristaltisme colique. Là, vous avez encore d'autres images. Vous avez donc les pastilles qui sont réparties de façon homogène. Donc là, il semble qu'il y ait un transit normal. Sur la seconde image, vous avez une accumulation des pastilles dans le côlon droit. Donc là, vous pouvez vous poser la question d'une anomalie du péristaltisme. Il n'y en a pas du tout dans le transverse, hein, vous voyez, ou quasiment pas. Il y en a un petit peu dans le côlon gauche, mais principalement dans le côlon droit. Et enfin, la dernière image, on voit pas grand-chose. Ça va? Ok. Donc, ce temps de transit, tout ça, vous n'avez pas vraiment à le savoir. Donc, il y a des petites abacs qui nous permettent de définir si ce transit est normal ou non en fonction des différents clichés.
Et c'est un petit peu près tout. Donc en gros, les tests fonctionnels, on n'en fait quasiment plus dans l'intestin grêle. Il faut retenir comme principal examen les endoscopies, bien évidemment, hein, donc la fibro, la colo, les entéroscopies qui peuvent permettre d'aller explorer le grêle de façon un petit peu plus poussée. Vous avez également la vidéocapsule, à visée essentiellement diagnostique, et après des examens morphologiques de type scanner et entéro-IRM. Ok. Ça va? Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.